Alors, je vais vous parler d'un deuxième réseau qui s'appelle le réseau Helium et qui lui aussi est un réseau crowdsourcé. Mais lui, c'est un réseau crowdsourcé qui est basé sur une blockchain. Donc on peut le définir comme ça en disant qu'Helium, c'est un réseau LoRaWAN distribué basé sur une blockchain qui est globale et qui constitue un réseau IoT qui est créé par des particuliers. Si on reprend ces mots dans l'ordre, enfin dans un certain ordre, on va commencer par dire que c'est un crowdsource IoT network. Donc en gros, c'est un réseau qui, comme The Sig Network, est bâti par des particuliers. Mais en plus, ce réseau est basé sur une blockchain. C'est-à-dire que, en fait, derrière ce réseau, il y a un système de rewarding pour les gens qui déploient le réseau. The Sig Network, c'est un réseau où, par conviction, des particuliers prennent de leur argent et l'investissent à perte totale dans du matériel pour que d'autres personnes puissent gratuitement bénéficier de ce réseau. Un peu comme dans l'open source, des gens donnent de leur temps gratuitement pour créer un logiciel que d'autres vont pouvoir utiliser gratuitement. Le système de la blockchain permet en fait d'être dans un système qui n'est pas une mise en place de matériel gratuite, mais mise en place de matériel contre une rémunération dans un token en crypto-monnaie. Ce token aura une valeur ensuite qui pourra faire que cet investissement était rentable ou non rentable. Et au-delà, ça va permettre aussi de reproduire l'ensemble des mécanismes d'un opérateur télécom. C'est-à-dire que dans la blockchain, ce n'est pas seulement la rémunération des gens qui ont mis le matériel, mais c'est aussi la facturation des gens qui utilisent le réseau. Et donc, ceci de façon automatique avec une redistribution de ces souscriptions vers les gens qui produisent la connectivité. Et là, on commence vraiment à parler d'uberisation de l'industrie des télécoms avec un système comme ça. Du coup, ça devient assez intriguant et assez intéressant. Le réseau Helium, c'est vraiment un réseau qui est global. Il est parti des États-Unis et c'est là qu'il est le plus développé, mais il est en train de vraiment conquérir l'Europe aujourd'hui et puis l'Asie aussi qui démarre. Donc il se veut vraiment un réseau qui est un réseau mondial et ça, c'est un élément qui est important. Et c'est un réseau qui est distribué. Donc bien sûr, il est distribué au sens de la blockchain qui va distribuer l'ensemble de l'information et apporter le trust dans toutes les opérations qui sont réalisées, mais aussi dans le sens du LoRa Network Server. C'est-à-dire que sur ce réseau-là, qui est un réseau public, on peut avoir de multiples network servers, de multiples LoRa Network Servers, et donc on peut créer un réseau privé qui bénéficie de l'infrastructure de hotspots publics. Alors on parle d'hotspot et pas de gateway dans le monde d'Helium, on verra pourquoi. Donc voilà, on a un réseau de gateway qui est public, et dessus on peut avoir des LoRa Network Servers qui sont privés. On peut avoir des privés et des publics, un mix de tout ça, et donc on peut créer un réseau distribué dans lequel il n'y a pas un point de passage unique, mais la data est routée de l'objet directement vers le network server auquel elle appartient. L'intérêt d'avoir un réseau qui est basé sur une blockchain, c'est sa croissance ultra rapide, liée à la rentabilité du déploiement du matériel. Et si on regarde cette courbe-là, qui est la courbe de déploiement des hotspots, donc des antennes sur le réseau, on voit que ce réseau, après quelques mois d'existence, a franchi les 4000 antennes déployées, ce qui correspond grosso modo au nombre d'antennes qu'a déployé un opérateur comme Obgenius ou Orange pour couvrir 95% du territoire français. Alors bien sûr là on n'est pas dans des conditions de déploiement aussi optimum, ce qui fait que la couverture est beaucoup plus faible avec 4000 hotspots Helium qu'avec 4000 gateways déployés par un opérateur, mais c'est pour vous donner une idée, un opérateur comme Obgenius a mis pour déployer ces 4000 antennes à peu près 12 mois. Là en 3 mois grosso modo les 4000 antennes étaient déployées aux États-Unis. Depuis, la couverture a rapidement augmenté. En février de cette année, la barre des 20 000 hotspots a été franchie. Cette barre-là, c'est le nombre de gateway que le réseau TTN a déployé après 5 ans d'existence. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de la vitesse à laquelle un réseau comme celui-ci se déploie par rapport à un réseau qui est simplement basé sur la volonté personnelle d'individus voilà, pour le bien de tout le monde. L'investissement, le retour sur investissement va changer pas mal de choses. Et puis, on voit une accélération du déploiement de ce réseau liée entre autres à la disponibilité du matériel qui fait que on est à 77 000 début juillet, on est pratiquement à 100 000 hotspots fin juillet aujourd'hui. Et on sait que par rapport aux pré-orders qui ont été faits sur ce réseau-là, on devrait atteindre à peu près les 500 000 hotspots d'ici 12 à 18 mois.
Donc on est vraiment sur quelque chose qui est le premier réseau LoRaWAN mondial, et de loin devant tous les autres, puisque vous voyez que les opérateurs sont plutôt dans l'ordre de 4000, les mondiaux comme TTN sont à 20 000, 30 000, et ce réseau-là est en train de parler de 500 000, donc on a changé de facteur d'échelle. Ça c'est très intéressant par rapport à la mise à disposition d'un réseau global sur LoRaWAN qui ouvre énormément de cas d'usage. Alors c'est des réseaux qui sont des réseaux de très haute densité. On parle d'un réseau opérateur, c'est un réseau avec des cellules qui font à peu près 10 km de rayon. Là, si on regarde des villes comme New York, Londres, San Francisco, on voit chaque point vert, en fait, c'est un hotspot. Et donc on voit que la densité est très élevée. Et là, on est plutôt sur des disques qui font 3 à 500 mètres de large, ce qui change toutes les problématiques de scalabilité dont j'ai parlé précédemment. On voit que Paris n'est pas en reste avec une grosse accélération. Amsterdam aussi, qui est le berceau de TTN, qui a aussi maintenant plus de hotspots Helium que de gateway TTN, avec une forte concentration là encore. Alors si on regarde l'expérience sur Clermont-Ferrand, qui est une plus petite ville, mais sur laquelle j'ai pas mal participé, on voit aujourd'hui qu'on a une vingtaine de hotspots qui sont déployés, c'est à peu près le double de ce qu'on a déployé en The Sync Network en 4 ans. Là, ça s'est fait en 6 mois. Ça nous permet d'avoir une super couverture, ce qu'on voit à côté, puisque les traits verts que vous voyez qui s'éloignent montent à peu près, alors pour ce qu'on a pu tester, parce que la couverture est toujours en cours, hein, ça c'est des choses faut qu'on fasse des kilomètres en voiture pour arriver à la relever, donc c'est la couverture réelle. Au nord, on est à plus de 20 km, à l'est, on est à pas loin de 50 km, au sud, on arrive à peu près à aller à 50 km aussi de portée. Et donc toute cette zone-là, en fait, elle est couverte et on peut avoir de la connectivité dessus. Donc quand on dit que c'est un réseau citadin, oui, c'est un réseau citadin parce que c'est là qu'il y a la densité. Par contre, il va couvrir assez largement autour des villes grâce au fait que la rentabilité de ce réseau permet à des particuliers d'atteindre et d'accéder à soit des pylônes télécoms, soit à des positions hautes qui sont de bonne qualité, ce qui est très intéressant en termes de couverture. Et donc là, on sait globalement, parce qu'on a des planifications, que sur Clermont, par exemple, on est seulement à un tiers du matériel qui a été commandé, qui est déployé. Donc on va arriver à une soixantaine de hotspots. Si on fait une comparaison, un réseau opérateur comme Bouygues, par exemple, c'est un réseau qui va avoir une dizaine de gateways déployés autour de Clermont-Ferrand. Là, on va faire x6 en densité avec ce réseau-là. Ce qui fait que par conséquent, même si ces réseaux sont des réseaux de particuliers, donc qui ont des internets pas forcément stables, qui peuvent débrancher l'appareil de temps en temps, ainsi de suite, comme il y a une redondance qui est 6 fois plus importante, malgré tout, la couverture et la fiabilité du réseau devraient rester bonnes dans la majorité des cas. En termes d'architecture, on va voir quelques petites différences sur un réseau comme Helium par rapport à un réseau LoRaWAN classique. C'est pour ça qu'on parle de hotspot et non pas de gateway. C'est parce qu'en fait, le hotspot, c'est une gateway, c'est-à-dire une antenne avec un récepteur LoRaWAN, mais qu'on va associer à ce qu'on appelle un mineur. En fait, c'est quelque chose qui est peu puissant, parce que ça va être l'équivalent d'un Raspberry Pi, qui va faire tourner en fait un programme qui va permettre de s'intégrer dans la blockchain et qui va relier ce hotspot à un réseau peer-to-peer vers les autres hotspots qui sont présents sur la chaîne. Voilà. Il y a un autre élément qui va le différencier, c'est le fait de pouvoir, au niveau opérateur, avoir plusieurs network servers, dont on a parlé précédemment. Et donc, sur le réseau peer-to-peer, vont venir se connecter différents LoRa Network Servers, ce qu'on va appeler des routeurs dans le monde d'Helium. Et l'intérêt de cette solution, c'est de faire en sorte que quand un objet qui a été déclaré dans un network server spécifique communique, eh bien, il fasse passer de la communication qui est chiffrée grâce au standard LoRaWAN au travers du hotspot, du mineur, du réseau peer-to-peer jusqu'à son network server. Et donc, en fait, on va créer un réseau privé à l'intérieur de l'infrastructure du réseau public. Et ça, c'est quelque chose de totalement novateur dans le monde de LoRaWAN et globalement assez intéressant.